présente, donc, je suis Aurélie Vialette, je travaille ici à l'ENS de Lyon. Donc je ne suis pas du tout botaniste. De formation, donc, déjà de métier, je suis prof de bio, je suis agrégée de sciences de la vie, sciences de la terre et de l'univers. Et de formation, je suis plutôt biologiste moléculaire, puisque j'ai fait mes recherches depuis mon doctorat sur les régulations génétiques et épigénétiques de l'évolution des plantes. Voilà, a priori, pas spécialement botaniste. Néanmoins, je suis là aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience sur à la fois l'enseignement et la médiation autour de la botanique, autour de la diversité végétale et de l'écologie végétale. Le but de ces présentations, ce n'est pas du tout de dire ce qu'il faut faire, ou je ne sais pas, en tout cas, c'est ce qu'on fait ici. Et donner à la fois quelques exemples et surtout réfléchir un petit peu à pourquoi on le fait, et aussi bien par rapport au public que ce qu'on peut en retirer nous-mêmes. Alors je commencerai plutôt par la partie enseignement, et je vais citer ici quelqu'un que peut-être les membres, un certain nombre de personnes ici connaissent, qui est donc Régis Thomas. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis agrégée et j'ai commencé ma formation à la botanique avec Régis, lorsque j'ai préparé l'agrégation. Et ensuite, j'ai continué d'enseigner avec lui, et du coup, j'enseigne toujours avec lui et avec, on va dire, sa méthode. Alors pourquoi je parle de cette école Régis Thomas ? Parce que ce que Régis nous a permis de mettre en place dans nos enseignements, alors déjà c'est du travail sur le terrain, c'est-à-dire que même avec nos étudiants, quel que soit leur niveau, on part sur le terrain. Alors pas toujours très loin, vous allez le voir, mais en tout cas on est dehors et on est au milieu de ce qu'on regarde. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, aussi bien en tant qu'étudiante que maintenant en tant qu'enseignante, dans la façon dont on travaille sur ces enseignements, c'est que non seulement on va vers l'apprentissage de famille, le but de famille, de genre, voire d'espèces dans certains cas, le but c'est d'acquérir une connaissance botanique, mais il y a aussi tout un travail sur l'observation et sur le choix de critères de reconnaissance. On ne va pas dire à nos étudiants c'est telle plante et puis débrouille-toi avec ça, parce que quand les étudiants sont déjà très bons, ça marche, c'est facile. Mais quand on part avec des étudiants qui ont parfois aucun bagage en connaissance de la diversité végétale, là, en fait, si on fait ça, ils prennent l'information, mais ils ne la gardent pas. Donc, on travaille beaucoup sur la mise en avant des critères de reconnaissance. Je vous ai mis une photo de la petite fleur de France de Régis, parce qu'il y a aussi cette démarche-là dans ce livre-là. Et en fait, c'est une vraie aide pour les gens, notamment, qui n'ont pas un bagage très fort en botanique au départ. Et en fait, même ceux qui sont bons, ils s'y retrouvent très rapidement, parce qu'ils se rendent compte que ça leur permet aussi d'aller plus loin dans leur maîtrise des reconnaissances. L'idée aussi, c'est de présenter toutes ces choses-là sous une forme écologique, de comprendre les formations végétales, les liens entre les différentes formations qu'on peut observer. Donc vraiment d'aller vers la notion d'écologie et pas uniquement que de recensement botanique. Donc ça, c'est une première forme d'enseignement. Donc il y a vraiment une visée botanique qu'on réalise notamment dans le cadre des M2 qui se destinent à l'enseignement de biologie. Et puis en parallèle, nous avons mis en place avec des collègues que je cite ici des TP qui visent là cette fois les 3e années de licence de l'ENS et qui sont une formation à l'écologie. Alors je parlerai plutôt de l'écologie forestière aussi, il y a aussi tout un peu plus écologie urbaine. L'idée, c'est que pendant une semaine, on les emmène sur le terrain. Donc, on va dans la vallée, dans les forêts qui sont dans la vallée entre Chassagny et le plateau de Montrond. On leur apprend à faire des transects. Ils choisissent leurs transects avec différentes données. Et ils vont aller poser leur quadrat. Et là, il y a différents groupes. Certains vont travailler vraiment sur le recensement et l'analyse des formations. Donc, ils vont aller faire de l'analyse botanique, de la reconnaissance. On est
également une estimation des couverts végétaux pour chacune des plantes présentes, etc. Et d'autres vont plutôt travailler sur la structure forestière, vont mesurer les arbres, vous avez des exemples ici de nos étudiants, analyser la présence de bois mort, quantité de bois mort, quantité d'arbres, taille des arbres, hauteur des arbres, etc. Et puis, ils vont faire donc, pendant une semaine comme ça tout leur relevé en fonction de leur groupe. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que pendant une semaine, ils vont faire des statistiques. Donc, ils apprennent non seulement à faire ces relevés-là, mais ils apprennent à les analyser. Donc là, ils vont travailler sur ordinateur pendant une semaine pour analyser leurs propres données, leurs propres relevés. Donc là, on est sur un enseignement dont les objectifs sont un peu différents. On est porté sur une formation à la recherche en écologie avec ces deux aspects, à la fois des aspects terrain et des aspects analyse mathématique qui suivent. Alors, ça, c'est des enseignements très... comment dire, des enseignements pour un public déjà averti. On a des étudiants qui ont au moins un niveau L3 en biologie. Mais il se trouve que dans mes enseignements que je réalise à l'ENS, j'ai dû aussi viser un autre public. Et en gros, on les appelle les non-spécialistes, c'est-à-dire qu'en gros, on porte des cours qui sont pour tous les étudiants de l'ENS, sauf ceux de notre domaine. Donc en gros, mon cours sur les plantes, là, s'adresse à tous les étudiants de l'ENS, donc sociologues, philosophes, étudiants en lettres, en théâtre, en maths, en informatique, physique, sauf les biologistes. Et donc on a toute une série de cours qui portent sur différents aspects de la biologie végétale, donc de la génétique et l'épigénétique, en passant par le développement végétatif, reproducteur. On parle aussi de problèmes de société, les OGM, etc. On fait de la modélisation mathématique des plantes, vous voyez, donc très divers. Et en la fin, les 2 dernières heures, on part sur le terrain, là aussi, on va au parc de Gerland, donc voilà, on va pas bien loin. Mais l'idée, c'est quand même qu'en 2 heures sur ce parc, on arrive à voir en vrai un certain nombre de notions qu'ils ont pu décrire, y compris en modélisation mathématique. Ils ont parlé de phyllotaxie, là, les phyllotaxies différentes, ils les ont sous les yeux, sous des vraies plantes. L'objectif, il est là. Il n'y a pas un objectif de connaissance botanique très fort. Néanmoins, on leur montre que dans un milieu pourtant complètement urbanisé, qui est aménagé, donc ça permet déjà aussi de réfléchir à un certain nombre de choses en milieu urbain, on arrive à voir un certain nombre d'espèces et aussi à avoir un certain nombre de concepts qui concernent la biologie végétale, de nos propres yeux. En tout cas, ce type d'enseignement-là, vous voyez qu'on n'est plus dans un objectif purement de connaissance. On commence à aller aussi vers un objectif de sensibilisation. Et ça, c'est un autre aspect qu'on a voulu développer avec les collègues ici et qui nous a conduit plutôt à faire de la médiation. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme médiation ? Et en particulier, là je vais prendre les exemples des choses dans lesquelles j'interviens régulièrement. Alors on a les médiations classiques, on participe notamment à pas mal de conférences et on a notamment un site qui s'appelle Université ouverte, qui est organisé par l'université de Claude Bernard Lyon 1. Et pendant plusieurs années, j'ai donné une conférence intitulée « Les dessous coquins des fleurs », dans laquelle il s'agissait de parler de reproduction sexuée des fleurs et d'aborder les aspects évolutifs, en fait, c'est-à-dire les adaptations évolutives et tout ce qu'on peut réfléchir sur notamment l'interaction plante-pollinisateur. Et dans ce cadre-là, j'ai été sollicitée par le CNRS pour organiser un atelier au musée des Confluences donc sur ce thème-là en 2019. Et là, la conférence, ça ne marche plus. On est sur un atelier, on va être en face du public. On a du public qui passe, un public familial, qui passe toute la journée. Pour vous dire, on a accueilli plus de 10 000 personnes pendant les 3 jours. Ça a vraiment été un grand succès. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il va me falloir quelque chose de plus interactif. Et ce que j'ai réalisé, c'est que les petits comme les grands aiment jouer. Donc, on a fait un jeu de cartes. Alors, c'était tout bête. Je l'ai ici si vous voulez le voir après. En fait, on a fait des cartes où on avait un certain nombre de pollinisateurs, un certain nombre de plantes. On donnait ça au grand public et on leur disait que le but, c'était de refaire les couples plantes-pollinisateurs avec différents indices.
Et en fait, je mets ici l'exemple de la figue, parce que c'est un de mes préférés. Et en fait, en général, même les gens qui s'y connaissent bien, on peut commencer à discuter pas mal de choses. Et souvent, la première question que je dis, c'est « Vous avez déjà vu des fleurs de figue ?» Et là, y compris les jardiniers qui ont l'habitude d'avoir et qui sont très très fiers de leurs figuiers dans leur jardin, d'un seul coup, ils disent « Bah non, on voit les fruits, mais c'est vrai, j'ai jamais vu les fleurs. » Et là, on peut commencer à lancer la discussion sur ce mode de pollinisation très particulier. Donc les petites guêpes qui vont se faufiler dans l'ostiole, etc. On discute déjà d'un point de vue purement morphologique, des cycles de vie du figuier, du cycle de vie de l'insecte, des liens entre les deux. Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on arrive parfois selon l'intérêt du public, à aborder à partir de juste 2 photos comme ça, des points scientifiques assez avancés, comme par exemple la notion d'arbre en miroir, hein, c'est-à-dire le fait qu'évolutivement, on a une coévolution des insectes et des plantes, et donc tous les liens que ça implique. Alors, ensuite, on s'est dit, c'est bien de cibler les grands, mais ce qui est bien aussi, c'est de cibler les petits. Et donc, on a développé un jeu sur la pollinisation alors vous avez l'exemple, le prototype du jeu qu'on a développé au milieu, que je n'ai pas ici parce que les collègues sont en train de s'en servir dans les jardins de Descartes, justement avec le grand public. Et là, c'est pareil, c'est un jeu très simple, coopératif, où le but, c'est de transporter les grains de pollen d'un jardin à un autre jardin. Donc la mécanique est très simple, et ça nous permet de travailler, du coup, avec des enfants dès 3 ans. C'est des jeux qu'on a réalisés dans le cadre de la Fête de la Science, mais même en école maternelle. Et donc on cible un public totalement différent, mais en fait, pareil, on peut scientifiquement aborder la reproduction sexuée, les pollinisateurs, l'importance de la protection des pollinisateurs, etc. Et donc il y a eu un développement commercial du jeu, je l'ai ici si vous souhaitez le voir. Et en fait, je le souligne parce que là aussi, d'un point de vue, on espère grâce à ça toucher un autre public que celui justement qui vient en général déjà aux manifestations scientifiques, donc déjà un petit peu intéressé. Donc c'est pour ça qu'on était contente de ce développement commercial avec BioViva. Donc vous voyez que d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Déjà, la joie, en tout cas l'espoir de transmettre un certain nombre de connaissances, que ce soit en tant qu'enseignant ou que de médiateur. Bien sûr, côté enseignement, on a des vrais objectifs de connaissances, par exemple botanique, des objectifs de formation à la recherche aussi dans notre cas, qu'on n'a pas forcément côté médiateur, mais par contre, on a du côté de la médiation vraiment la joie quand on arrive à susciter l'émerveillement évidemment des grands et des petits, et surtout de sensibiliser les jeunes à ces problématiques, notamment en lien à l'heure actuelle avec l'érosion de la biodiversité dont on vient de parler quelques minutes plus tôt. Et en fait, à force de faire tout ça, j'ai eu envie d'aborder d'un point de vue plus scientifique cet aspect de la médiation, notamment en sortie nature, et je me suis mis un petit peu à m'intéresser à ces aspects-là. Alors, je pense que je ne vais pas tout vous présenter parce que je vois que le temps file, mais quand même, du coup, ça m'a amené d'un point de vue, à travailler d'un point de vue plutôt recherche, d'un point de vue scientifique, sur notamment la médiation lors des sorties nature. Alors d'abord, pourquoi s'intéresser à ces sorties nature d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire d'un point de vue plutôt didactique et médiatique, donc d'un point de vue de la médiation. Alors j'ai relevé quelques intérêts et j'espère qu'ils vous parleront. Tout d'abord, dans les enjeux didactiques, il y a ce que les Anglais ont carrément appelé le plant blindness. Alors un test un peu connu dans le milieu de la didactique, c'est de mettre des jeunes enfants. Alors souvent en didactique, on parle des tests sur les jeunes enfants, c'est juste parce que ça évite de vexer les adultes qui sont présents, parce que globalement, ils auraient à peu près la même réaction. Mais c'est plus facile de dire que c'est parce que c'est des enfants. Donc c'est les enfants. Vous mettez des enfants dans une cour d'école et vous leur demandez de vous parler de la diversité. Alors s'il y a un chat qui passe, vous êtes foutus, toute la biodiversité va se résumer au chat. Au mieux, après, ils vont commencer à vous citer les oiseaux, ça normalement ça vient. Puis s'il y a des gendarmes ou des tigres du platane, vous aurez quelques insectes. Quasiment aucun ne vous parlera du platane.
qui est pourtant, de loin, ce qui occupe le plus les cours d'école. Okay, donc il y a un vrai enjeu là-dessus qui est vraiment étudié, alors notamment par les anglo-saxons, mais pas uniquement, à sensibiliser à la diversité végétale, qui est très souvent oubliée. Et en fait, ça va plus loin que le fait de ne pas connaître les espèces, qui là peut être discuté, mais c'est aussi du coup un manque de prise en compte de l'importance de ces espèces, y compris dans notre vie humaine. Ne parlons que de l'alimentation, par exemple. Donc il y a un vrai enjeu à présenter la biodiversité végétale, donc à faire de la médiation autour de cette problématique. Un autre enjeu que j'ai pu relever, c'est les difficultés didactiques qui sont liées à ce qu'on appelle en didactique le réel de terrain. Quand on vous montre cette photo, si vous montrez ça à un enfant, comment vous voulez qu'il analyse cette diversité-là? C'est tellement riche qu'en fait, au mieux, il va se focaliser peut-être sur les gnocchis parce qu'elles sont violettes, alors bon, ça se voit un petit peu mieux. Mais en fait, il y a une telle richesse que prendre conscience de l'importance des poacées, par exemple, dans une telle formation de la prairie, et puis passons sur la forêt qui est derrière, c'est très difficile. Ça ne va pas paraître facile quand on en a l'habitude, mais c'est très difficile. Et donc là aussi, il y a un vrai enjeu des médiateurs à aider, en fait, à prendre en charge cette richesse, à guider les enfants, mais pas que, encore une fois, à comprendre cette richesse du terrain. L'autre chose, c'est l'observation. Donc, si je vous montre cette photo, en général, si je montre ça à des botanistes, ça génère un certain nombre de remarques. Un enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une fleur blanche. Vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un truc bizarre. Parce qu'un flis de type 4, c'est pas normal. Voilà. Mais ça, c'est parce que vous êtes botaniste. En fait, il ne suffit pas d'observer pour se poser des questions. Quelqu'un qui ne connaît pas les fleurs voit une fleur blanche. Elle a 8 pétales, ça ne va pas le traumatiser. Vous, ça vous traumatise. Vous vous dites, bah, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Donc, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il ne suffit pas d'observer, qu'il ne suffit pas de regarder pour observer. D'accord? Et en fait, l'observation, c'est une construction de notre cerveau. C'est notre cerveau qui observe. Et si on n'a pas les connaissances, c'est pas parce qu'on pourra toujours dire aux gens, vous n'avez qu'à regarder, c'est sous vos yeux. C'est pas vrai. C'est pas parce que c'est sous nos yeux qu'on est capable de l'intégrer. Donc là aussi, il y a un vrai enjeu de la part de la médiation à aider à cette observation. Et encore plus dans le milieu de la biodiversité végétale, qui a souvent été décrite pour beaucoup de gens, c'est exactement ce que dit Guichard ici, je vous ai mis la citation, mais en gros, faire de l'observation botanique, c'est compter des pétales sans savoir pourquoi on le fait, et pour faire le lien avec une liste de noms latins dont on ne comprend pas, alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut aller chercher derrière. Et donc, pour conclure dans les 2 minutes qui me restent, donc j'ai décidé d'aller plus loin dans cette compréhension de l'analyse des sorties nature, et donc je commence un travail d'analyse de sorties nature. J'ai notamment travaillé sur une sortie au col de l'Iseran. En plein mois d'août, on part de la station de Val d'Isère, il fait à peu près 20 degrés, on arrive là-bas, il y a un vent qui fait qu'on ne s'entend pas, je ne vous dis pas, mes enregistrements à analyser, c'est une horreur. Il fait 12 degrés, la plupart des gens sont non avertis, ne connaissent pas du tout. La preuve, c'est qu'ils montent en short, autant vous dire que ça leur fait drôle quand ils descendent du bus. Et le but, c'est de faire de la biologie végétale là-bas. Donc en gros, c'est de regarder ça. Donc, ça peut, quand les gens s'attendent à avoir une belle forêt et tout, ça leur fait un peu bizarre. Alors j'ai commencé à analyser le type de nomenclature utilisée parce que en fait, mon idée, c'est de recentrer ma problématique justement sur l'identification d'une plante. Qu'est-ce que c'est identifier une plante et est-ce que ça a un intérêt en médiation? En gros, il y a beaucoup de mise en scène, et là les enseignants et les médiateurs se reconnaîtront, c'est-à-dire que quand on a envie de parler d'une plante, on va aller la nommer bien, on va utiliser la nomenclature binominale, alors pas souvent latine, même si finalement c'est celle qui devrait être utilisée, mais en tout cas, on va vraiment désigner l'espèce. Quand on veut s'en débarrasser, parce que tant qu'à faire, on n'a pas trop envie de parler de celle-là, on va donner un nom vernaculaire rapidement. Et donc là, ça fait déjà appel en fait au fait que d'une médiation, qu'on en soit conscient ou non, c'est beaucoup de mise en scène. L'observation, par exemple, est également mise en scène. Là, j'ai pris un exemple du génépi, où en fait, je vous laisse lire les propos, les échanges entre les enfants et la médiatrice, mais en gros, il y a énormément de mise en scène, et ça, donc, c'est ce qu'il va falloir séparer de la connaissance. Et juste pour terminer, néanmoins,
on peut voir que la dénomination des espèces peut être une forme de problématisation. Alors là, c'est plus une question d'enseignement, mais la problématisation, c'est toute une théorie de l'enseignement qui dit qu'en fait, on apprend les choses quand ce qu'on voit pose problème par rapport à ce qu'on croit savoir. Parce qu'on a tous des conceptions. Et puis, quand d'un seul coup, ce qu'on a sous les yeux ne colle plus avec ces conceptions, là, ça pose problème. Et là, on a un très bon exemple. La médiatrice montre cette plante et que disent les gens, bah, c'est un pissenlit. Et puis, elle va leur dire, bah oui, c'est un pissenlit. Et puis, en fait, bah non, regardez, les feuilles, elles ne sont pas du tout comme celles d'un pissenlit. En fait, il se trouve que c'est donc le crépide des Alpes, qui est une espèce protégée, parce qu'en France, des Alpes eurétiques, pardon, qui est très peu présent en fait, sur le massif alpin français. Et donc, on va pouvoir comme ça entrer dans la problématisation et faire comprendre aux gens que, effectivement, entre ce qu'on croit savoir et ce qu'on voit, et notamment la diversité végétale qui est présente, on peut avoir des grosses différences. Voilà. Donc, vous comprendrez que donc, en enseignement comme en médiation, on a des enjeux de connaissances, des enjeux parfois de recherche et aussi une vraie volonté de sensibiliser le public à tout ça, ce qui répond en fait à des questions didactiques et pédagogiques. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie les organisateurs, les collègues enseignants, les collègues médiateurs, dont certains sont au boulot en ce moment, et le laboratoire avec lequel je travaille, et François Dessart, qui est un spécialiste de l'analyse de la médiation en géologie, avec qui je travaille sur le passage à la biologie. Voilà.